Bienvenue dans Maghreb Orient Express. Avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, le comédien et écrivain Slimane Dazi. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier Indigène de la Nation aux éditions Don Quichotte. On continuera à voyager avec la romancière Hélène Taillon. Bonjour et bienvenue. Votre quatrième roman s'appelle La Levantine, sorti aux éditions Éric Bonnier. Et puis il nous fera découvrir son dernier projet musical, Rebelle Divana, en mode électrique, mais pas seulement, vous verrez. Titi Robin est avec nous. Bienvenue à vous. On va revenir vers nos trois invités dans quelques instants, mais d'abord, connexion Beyrouth. Connexion Beyrouth en ce dimanche de vote au Liban, 9 ans que les législatives n'ont pas eu lieu. Suite aux différentes crises politiques et particularités des candidats cette année, beaucoup de femmes, parmi elles Djoumana Haddad, écrivaine, journaliste. Elle représente le mouvement citoyen Koulouna Watani. Son discours se veut moderne et laïque. Son défi, faire le poids face aux partis traditionnels comme celui du Hezbollah ou celui de Saad Hariri. Au marathon de Beyrouth, la candidate Djoumana Haddad réserve un accueil de choix à ses supporters. Car face aux partis géants en lice pour les législatives, toute publicité pour les candidats indépendants est la bienvenue. C'est pour moi surtout le soutien des jeunes qui croient en moi, qui ont confiance en moi, qui croient en un Liban différent que je défends. Un Liban différent, Djoumana Haddad veut bien l'incarner. Écrivaine, poétesse et journaliste, militante pour les droits de la femme, elle propose au sein de la liste indépendante Koulouna Watani un programme axé sur la laïcité, le renouveau de la classe politique et le combat contre la corruption. Et surtout, c'est une femme. Elles sont cette fois-ci, et c'est une nouveauté, plus de 86 candidates à briguer un mandat. Je pense que c'est vraiment abominable qu'on ait juste 4 députés femmes dans un parlement formé de 128 députés. Des indépendants affrontant les partis traditionnels comme le Courant du Futur et le Hezbollah, c'est David contre Goliath. Gagner des sièges sera une tâche difficile, même si la victoire d'un seul de leurs candidats serait perçue comme un symbole prometteur. Mais Djoumana Haddad veut y croire. Pour elle, les Libanais en ont assez des humiliations quotidiennes. Je crois que l'humain gagnera en fin de compte et je suis certaine qu'au moins 5 ou 6 indépendants vont pouvoir arriver au Parlement le 6 mai prochain. Même si les candidats indépendants comme Djoumana ont besoin de temps et d'expérience du pouvoir pour devenir une vraie force politique, ils ont le mérite néanmoins de dénoncer les manquements d'un système qui veut garder le pouvoir à tout prix. Voilà un sujet signé Wissam Charaf. Élection municipale historique également ce dimanche en Tunisie. Première municipale depuis la Révolution avec une parité totale dans les candidats. Hélène Taillon, ce rôle des femmes en politique au Liban, en Tunisie, 2 pays que vous connaissez bien, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je leur souhaite de réussir, tout simplement, et d'arriver un petit peu plus au pouvoir. Alors, vous, c'est un autre pays du Levant, la Turquie, qui a inspiré votre dernier roman, La Levantine, qui est avant tout une histoire d'amour, de vengeance, une femme face au temps qui passe, à la dérive également, face à l'endettement, le cycle de l'endettement. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi une Levantine, un Levantin ? Alors, les Levantins, ce sont des Occidentaux, en majorité italiens ou français, qui se sont installés en Turquie au milieu du 19e siècle pour faire en particulier du négoce. Négoce de tabac, d'opium et de fruits secs. Et qui ont fait fortune pour la plus grande part d'entre eux. Mais qui gardent leur nationalité d'origine. Française voilà. Ou italienne, comme vous l'avez dit. Oui. La Levantine, dans votre histoire, s'appelle Rose Anne. Elle est née en 1966 à Izmir, sur les bords de la mer Égée. Donc, ses ancêtres, les Gaulois, les Français, donc, ont quitté le Périgord au 19e siècle. Vous racontez comment ils ont traversé la Méditerranée en bateau. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'immigration se faisait en sens inverse, dans l'autre sens. L'Eldorado fantasmé se trouvait pas en Occident, mais en Orient. C'est-à-dire que là, on est dans le roman, quand même, parce qu'il y a eu très peu de Périgourdins. Enfin, j'en ai pas trouvé de traces qui soient venus en Turquie. Ça, c'est du roman. Mais il y a eu, oui, ils bien n'ont sûr. pas existé. Enfin, ces Français qui sont allés en Turquie n'ont pas existé. De ma région, le Périgord, il y a eu très peu d'immigration, très très peu. Mais il faut bien inventer. Mais dans votre livre, vous nous expliquez qu'être immigré français en Turquie avait un gros avantage, celui de ne pas payer d'impôts.
Oui, c'est ce qu'on appelait les capitulations et c'était un gros avantage financier qui permettait de s'installer rapidement et comment dire, de prospérer sans avoir trop de taxes. Alors l'immigration avait l'air d'être plus sympa dans ce sens. Plus sympa dans ce sens-là, exactement. Simone Dazy, vous connaissiez ces histoires de Levantin? Non, je ne connaissais pas. Il montrait un patriotisme plus exacerbé que les Français de France. Vous écrivez un attachement plus viscéral à leur passeport, mais leur identité était ambiguë. Ils se retrouvaient tiraillés entre deux identités. Il faut rappeler aussi que quand la Turquie avait accueilli ces Levantins, il n'y avait aucune tentative d'intégration de la part de ces Français, de ces Italiens envers cette culture turque. Ils ne parlaient pas la langue. Non, ils parlaient mal, mais c'était difficile pour eux. Parce que l'instinct grégaire, dans un cas comme ça, quand on est une petite communauté, c'est de se regrouper, forcément, hein, bien sûr. Simone Dazy, j'imagine que vous, ces histoires, ces questions d'identité, de passeport, de migration, ça fait écho en vous. Vous êtes né en France en 1960 et dans votre livre Indigène de la Nation, il y a ce fil rouge, cette question de la nationalité algérienne que vous avez, mais qui vous complique la vie après avoir perdu la nationalité française. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Je l'ai perdu à partir du jour où mes parents, en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, ont opté pour la nationalité algérienne, je dirais naturellement. Et puis, donc, il y a eu ce décret de loi qui a été voté pendant les accords d'Évian. Et donc, tous les enfants nés avant le 1er janvier 1963, qui étaient donc enfants indigènes de la nation, et dont les parents optaient pour la nationalité algérienne, et étant trop jeunes pour pouvoir décider, ils perdaient la nationalité française et ils prenaient la nationalité de leurs parents. Vous avez perdu le droit du sol français. Voilà, en gros, grosso modo, c'est ça. Et puis, donc après, il faut faire une demande de réintégration à la nationalité française, à la majorité. Et puis, le parcours du combattant, ouais, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Alors que vous êtes né en France, vous êtes allé à l'école de la République, vous êtes le Titi parisien par excellence. Vous avez joué dans de nombreux films, vous avez gagné de nombreux prix. Vous devez encore prouver que vous parlez la langue de Molière. Pour vous le vivez comme une humiliation? C'est ni plus ni moins qu'une humiliation, quoi. Quand tu montes le dossier, quand j'ai monté le dossier pour cette fameuse demande de réintégration à la nationalité et que j'ai vu les papiers qu'on m'a demandé, les documents qu'on m'a demandé à fournir, et qu'en plus de ces documents, il faut passer un test de langue française, ça fait un peu beaucoup, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si on réapprenait à marcher, et avant d'apprendre à marcher, il va falloir ramper à quatre pattes, puis ensuite essayer de se mettre debout pour mériter la nationalité française, quoi. Alors voilà, vous abordez la politique dans votre livre, les années Mitterrand, la soi-disant main tendue des associations de gauche de l'époque, la question des tirailleurs sénégalais, marocains, algériens qui se sont battus pour la France, comme vos parents, vos grands-parents, et qui n'ont pas eu la même pension que les soldats blancs, vous dites. Tout ça bouillonne en vous. On ressent cette frustration, cette colère, on la partage quand on vous lit. À quel moment vous vous êtes dit « Ok, c'est le moment, je mets tout ça par écrit ». À quel moment j'ai voulu mettre par écrit, je pense que si j'avais pas eu la rencontre avec Laurent Rigoulet sur une interview après le film Les Derniers Parisiens d'Aimé et Échoué de la rumeur, je pense que j'aurais jamais écrit ce bouquin. J'avais déjà écrit des essais, des nouvelles dans ma voiture, comme ça, pour lâcher un excès de colère qui bouillonnait en moi. Mais très honnêtement, c'est surtout par rapport au métier que j'exerce. Et comme j'ai souvent été sollicité par des productions et des auteurs et des réalisateurs d'origine anglo-saxonne, que ce soit des Américains, que ce soit des Anglais, que ce soit des Irlandais.
Et que au moment de signer mes contrats et d'aller voyager pour faire ou alors les essais ou la rencontre, eh ben, j'avais le problème du visa et que le visa algérien, le passeport algérien. Oui, bien sûr, parce que j'avais pas la nationalité. Et donc, hors espace Schengen, eh ben, j'ai pas d'espace liberté. Vous avez été victime de délits aux faciès victime de délits aux faciès, de délits de faciès, ça je l'ai été par rapport après les attentats de 2015-2016. Et ça je l'ai été sur des décisions arbitraires de la part d'agents de sécurité. Ça, c'était sur la compagnie Air France quand j'allais voyager pour Dublin, pour aller tourner justement en Irlande, alors que j'avais un visa de sortie permanente, multiple, et qui était OK. Et bon, elle a décidé que non. Voilà, je ne pouvais pas voyager. On ne vous a pas permis de voyager. C'est même pas la douane, c'est même pas la police, c'est une compagnie privée. Oui, une compagnie privée qui sont mandatées par la compagnie aérienne. Et puis voilà, on m'a interdit de monter dans l'avion. Donc ça, c'est ça. Mais la grande frustration, c'est surtout que je ne puisse pas exercer mon métier normalement, quoi, simplement. C'est-à-dire qu'on est artiste, on dit qu'au-delà des frontières, il y a l'art, mais je crois qu'il y a aussi surtout beaucoup la connerie, quoi. L'art, la culture cinématographique a depuis toujours rythmé votre vie. Vous êtes un fin connaisseur, vous avez fait de votre passion votre métier, donc de manière assez tardive, d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'âge. Vous dites que c'est Rachid Djaïdani qui fait de vous un acteur dans le film Rengaine, après avoir été révélé dans le film Un prophète de Jacques Audiard, extrait. C'est nécessaire, ça? Ça me gêne pas, moi. Il veut quoi, Luciani? Il veut savoir ton prix pour que t'arrêtes les négoces avec les Italiens sur le casino. Si t'acceptes, il garantit ta position sur les machines à sous qu'ils t'ont donné. Là, je suis quarantaine le Kharraï. Avec son bon de cantine? Non, avec le conseil. هو San Piero garantissent le plastique عند Jackie Marcadi ou le conseil Corse. Tu le connais depuis quand, Luciani? Depuis la centrale. Voilà, Un prophète de Jacques Audiard. Depuis Slimane Dazi, vous avez joué dans de nombreux films qui parlent notamment d'enfance brisée par la vie, qui poussent parfois à entrer dans le cycle de la violence. Et quand on vous lit, on s'aperçoit que vous-même, vous avez été confronté à ce genre de situation. Et pourtant, à des moments, vous en avez marre d'être enfermé par la gueule que j'ai. Vous dites, le personnage est encore un mec ultra violent, ça me fatigue, je me sens coincé, je me considère, moi, comme un homme aux multiples facettes. Voilà comment je suis perçu, un métèque, une gueule patibulaire qu'on n'a pas envie de croiser la nuit, tellement que vous refusez un film de Brian De Palma qui voulait mettre en scène la cellule terroriste de Molenbeek. Trop cliché pour vous? Écoutez, moi je veux bien qu'on m'écrive un personnage de terroriste, mais quand j'ai lu la séquence, je ne sais pas si c'est Brian De Palma qui l'a écrit, mais avec tout le respect que je lui dois, et Dieu sait si je respecte le travail de ce monsieur, c'est pas possible, quoi. Moi je veux bien interpréter le personnage d'un terroriste ou d'un combattant. Tout dépend où on se positionne. Et par exemple, pour jouer dans Paradise Now, de ce grand jeune réalisateur palestinien, j'y vais demain, sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais quand c'est une caricature, c'est ni plus ni moins qu'un cliché dégoulinant et qui est sans intérêt, qui n'a aucune nourriture artistique. Mais non, j'y vais pas. Hélène Taillon, comment vous réagissez à ce témoignage de Slimane Dazi? Je trouve ça très intéressant parce que j'ai vécu 28 ans au Moyen-Orient et je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir. Je ne savais pas que ça pouvait arriver à ça. Une caricature, on vous propose une caricature. Ah oui, c'est ni plus ni moins que... Mais vraiment, c'est un cliché caricatural qui est pitoyable. Totalement pitoyable. Et ce qui est d'autant plus navrant, c'est que c'est signé par monsieur Brian De Palma. Quoi. Alors peut-être qu'il est devenu sénile et qu'il a un peu perdu la boule, j'en sais rien, mais c'est pas possible, quoi. Hélène Taillon, comment vous réagissez à la politique migratoire de la France aujourd'hui, quand la solidarité devient parfois un délit?
Évidemment que je ne peux pas cautionner ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de débat parce que je ne suis pas ici pour ça. Mais que voulez-vous que je vous réponde? Bien sûr que non, que je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr que non. J'ai des amis de toute nationalité, je ne comprends pas. Mais... En comparaison avec les Levantins qui oui, qui sont pas allés, seulement les Levantins, parce que j'ai vécu en Irak, j'ai vécu dans pas mal de pays et je ne peux pas, c'est tout. Je ne peux pas, bien sûr que non. En tout cas, on espère que vous allez faire voir toute l'étendue de vos facettes dans vos prochains longs courts-métrages. Lui aussi a de multiples facettes et il nous le prouve une nouvelle fois. C'est Titi Robin avec sa dernière création, Rebelle Divana. Pourquoi ce titre au juste, Titi Robin? Eh bien, ça s'impose, c'est comme le prénom d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Rebelle, c'est la version anglo-saxonne du rebelle. Rebelle en français. Et Divana, c'est l'amour-passion, l'amour fou. Et donc là, l'idée derrière ça, c'était un projet en fait plutôt politique parce que j'étais remué par toute la violence géopolitique qu'il y a en ce moment dans les pays qui principalement m'inspirent, le Moyen-Orient jusque Pakistan, Afghanistan, qui sont des pays pour moi de grande richesse artistique. J'ai grandi avec ces cultures-là et donc... avec la culture gitane, arabe, et également, à Angers. Oui. Et donc, en fait, ces cultures-là, quand on en entend parler à la télé et à la radio, c'est de manière négative la plupart du temps. Donc, disons que ça, c'est une souffrance qui est normale, mais là, c'est devenu quand même très, très dur. Et puis, avec les mouvements des réfugiés à cause des drames, des catastrophes qui se passent dans leur pays, j'avais envie de parler de ça. Et puis, mais je pouvais en parler qu'au niveau humain. C'est-à-dire, je suis un artiste, donc... Je me disais, comment je peux parler de quelqu'un qui est amoureux, par exemple, et qu'on chasse de son pays, qui reçoit des bombes sur la tête. Il y en a dans ma famille à qui c'est arrivé, très concrètement. Donc, et de le prendre en tant que quelqu'un qui aime ou qui a perdu quelqu'un qui lui est cher ou qui a de l'espoir. Donc prendre cette personne-là dont on va parler aux informations comme quelqu'un qui est là sur le trottoir et qui dérange, le prendre au niveau du fil de sa vie affective, Oui. de ses regrets, de ses espoirs, à une échelle où moi, je peux l'exprimer ça. Donc, au niveau de la musique, donc justement, on va écouter un extrait, Rebelle Divana. Rebelle Divana, dans cet album, Titi Robin, vous avez gardé votre âme, même si vous avez un petit peu changé de peau, à plusieurs niveaux. Déjà, vous donnez de la voix, et ça, c'est nouveau. C'est vrai, je l'ai fait très peu. C'est votre côté poète? Oui, la poésie que j'écris, je l'avais confiée à Michael Lonsdale dans le précédent disque que j'avais fait. Donc, et là, dans ce projet, il fallait que je l'assume. Mais en fait, je l'ai assumé en français pour la réciter dans la musique, mais il y a Shuaib Hassan qui la chante, puisque ce qui est chanté en hindi qu'on entendait, ce sont mes textes aussi qu'on a traduits. Et donc il y a une communication sans arrêt, un va-et-vient entre la langue française et la langue hindi-ourdou. Alors comment s'est passée cette rencontre musicale entre le hindi, les instruments aussi occidentaux, cet instrument indien aussi, le sarangi? En fait, ça fait plus de 30 ans que ça fait partie de mon monde, de mon univers musical. Ce qui est nouveau pour moi, c'est la guitare électrique, la batterie. Ce qui est exotique dans cet album pour moi, c'est ce qui est familier à beaucoup d'Européens, c'est-à-dire toute la culture anglo-saxonne, que je connais très bien, mais que je pratiquais pas. Et là, j'ai utilisé les armes de l'ennemi, entre guillemets, c'est-à-dire que ce bulldozer culturel anglo-saxon, la guitare électrique. C'est votre côté rebelle, peut-être? Non, en général, je considère que ceux qui utilisent ces instruments-là, ils sont justement pas assez rebelles. Le disque précédent, Taziri, avec Mehdi Nassouli, on a fait une sorte de blues méditerranéen,
Donc, ça peut faire un lien avec la culture anglo-saxonne, mais sans passer par l'Amérique du Nord, c'est-à-dire directement entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. Et j'y mettais un point d'honneur. Donc, là, la seule chose que j'ai fait, c'est que le batteur, le bassiste, je les ai fait travailler de manière à n'incorporer aucun cliché de cette culture anglo-saxonne, d'utiliser la force de ces instruments, mais de préserver notre identité, enfin mon identité esthétique. Et d'ailleurs, on va vous écouter tout à l'heure, Hélène Taillon. Quels sont les messages que vous voulez faire passer à travers l'écriture d'un roman comme La Levantine, par exemple, déjà? Parce que c'est le 4e. Hein. Oui, je n'ai pas de message à faire passer, mais il y a une chose qui m'intéresse particulièrement. J'aurais pu appeler ce livre La confusion des sentiments, mais c'était déjà pris comme titre. Ce qui m'intéresse, c'est le piège dans lequel j'ai vu tomber plusieurs personnes autour de moi, le piège justement de la chimère, de l'utopie. Par exemple, mélanger amour et érotisme, mélanger vengeance et désir de puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et en général, bon, je n'ai pas de message particulier, je ne me prends pas pour une donneuse de leçons, mais il faut faire très attention à ne pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire à ne pas entretenir une sorte de fausse identité, parce que c'est ça qui arrive à mon héroïne. C'est ce qu'elle entretient, en fait, bien sûr, cette fausse identité. Oui, et je me pose la question aussi du paradis perdu de l'enfance, parce que est-ce qu'une enfance trop belle est un cadeau quand ça s'arrête? Pour elle, en tout cas. Eh oui, oui. Non. Essayer de continuer n'est pas toujours simple et peut amener à des dérives comme le personnage, c'est-à-dire les crédits revolving, l'érotisme forcené. Et c'est ça que je veux montrer, tout simplement. Et on laissera à nos lecteurs le soin de découvrir tout ça. On va passer maintenant au coup de cœur de nos invités. C'est notre séquence atmosphère. Et Slimane Dazi, vous avez choisi l'auteur Chloé Mehdi, qui a notamment publié Le premier monstre en cavale et Rien se perd. Pourquoi ce coup de cœur? Ce coup de cœur parce que on m'a conseillé de lire ce roman, qui est un roman policier, mais un roman policier aussi politique. Et c'est une toute jeune auteure qui a écrit donc son premier roman Monstre en cavale. Elle avait 21 ans. C'est d'une maturité, c'est une plume incroyable. Et je l'ai dévoré, quoi. Je l'ai juste dévoré. Donc j'ai couru acheter son second roman, qui est Rien ne se perd, et qui là est un constat de la déchéance de toute la politique autour des quartiers. Donc elle y met, elle y crée, dans ce roman, elle y crée toute la tension qu'il peut y avoir entre les jeunes et les policiers, entre les familles qui se connaissaient et qui ne se parlent plus. Alors qu'à l'époque, enfin avant, ils vivaient ensemble. Donc ça a vraiment fait écho un petit peu sur mon parcours, sur mon histoire, etc. Tout à fait. Et c'est encore une fois, c'est signé d'une plume magistrale. Son second roman, elle le signe, elle a 24 ans. Je l'ai rencontrée, donc j'ai rencontré Chloé, et c'est une personne très atypique, qui s'en va faire la bergère dans les montagnes avec ses chèvres, et puis qui revient voilà, pour réécrire. Hélène Taillon, vous, votre choix s'est porté sur le pianiste turc Fazil Say. Pourquoi lui? Parce que je prends un tel plaisir à l'écouter, à le regarder jouer. Et je conseille à tout le monde la marche turque de Mozart, jouée jazzy par Fazil Say. C'est extraordinaire. Ah, c'est un personnage qui vit sa musique. D'ailleurs, on a un petit extrait. Voilà. C'est un spectacle. Voilà, c'est un spectacle. Et puis Titi Robin, je sais que c'est l'un de vos livres de chevet, Bergson postcolonial, de Souleymane Bachir Diagne. Pourquoi ce choix? C'est un grand philosophe sénégalais, mais bon, un grand philosophe mondial. Enfin, la philosophie n'a pas de frontières. Et puis, en fait,
par rapport à ces histoires d'identité dont tu parlais, Slimane, tout à l'heure, qui me touche aussi énormément, parce que je suis toujours dans des lieux frontaliers et que c'est pas vraiment normal, en tout cas pour certains, en tout cas pour nos dirigeants, c'est sûr. Et c'est Allama Iqbal, Mohamed Iqbal, qui est un grand poète pakistanais, d'origine pakistanaise. Oui, en fait, lui, il est mort avant la création de l'État du Pakistan. Il l'a pas connu. Mais donc c'est ce grand poète et politicien effectivement du nord de l'Inde qui est mis en avant également. Merci. Et puis il y a Senghor de l'autre côté et puis ils sont reliés, ils ont découvert merci Titi Robin, malheureusement on manque de temps. Merci Hélène Taillon, merci Slimane Dazi d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. La semaine prochaine, retrouvez Demet Korbas pour un nouveau numéro sur TV5 Monde et c'est en musique que l'on se quitte avec encore vous Titi Robin.